Donc, bonjour à toutes et tous. Merci de votre présence pour ce webinaire donc, de la web-série organisée par Flamme, donc la transition énergétique en vrai, le live des élus. Nous démarrons ce soir la saison 2, donc la saison 2 qui a pour intitulé la collectivité produit et distribue de l'énergie. Et donc, ce soir, nous allons nous intéresser aux chaudières bois et la réponse à la question « Et si je remplaçais ma chaudière fioul par une chaudière bois ?» Nous allons donc avoir témoignage de 2 communes. Merci aux élus qui sont présents de nous présenter leur expérience. Alors, un petit rappel technique pour démarrer. Donc, merci aux personnes participantes non intervenantes de garder vos micros et caméras coupés. Merci de poser vos questions au fur et à mesure dans le fil de discussion. On y répondra à la fin, après les 2 interventions. Voilà. Et puis, on verra en fonction du nombre de participants. Et on pourra aussi vous laisser la parole pour intervenir en direct. Alors, pour démarrer rapidement, une petite présentation. Donc, voilà. Donc, moi, je suis Franck Sentier. Je suis le délégué général de la Fédération Flamme qui organise donc cette web-série. Donc, la Fédération Flamme, c'est la fédération qui rassemble l'ensemble des agences locales de l'énergie et du climat de France. Et donc, voilà, comme toute fédération, elle est là pour à la fois voilà, favoriser les échanges au sein de la fédération, favoriser les échanges de bonnes pratiques, mais également faire connaître voilà, ces bonnes pratiques à l'extérieur, comme que l'on fait ce soir dans le cadre de ce webinaire. Et puis, bien sûr, la fédération a aussi pour mission d'aider les territoires qui le souhaitent à créer des ALEC. Donc, voilà, n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ALEC ? Donc, une ALEC, en fait, c'est un organisme qui est créé à l'initiative des collectivités locales pour accompagner la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique sur le territoire. Donc, une ALEC, ça agit sur un territoire qui peut être une métropole, qui peut être un ensemble d'intercommunalités regroupées au sein d'un pays, par exemple, où on a des ALEC qui agissent même à l'échelon d'un département. Ce qui est important, c'est qu'une ALEC, elle est là pour défendre l'intérêt général, et donc ce sont des associations, les ALEC, mais qui sont nécessairement présidées par des élus locaux. Donc, puisque les ALEC sont là pour voilà, accompagner la politique énergie-climat de ces collectivités. Et donc, les ALEC interviennent, ont des actions auprès de tous les acteurs et de tous les usagers de ces territoires. Voilà, l'important, c'est que les ALEC sont des organismes qui sont présents dans la durée. Certaines ont aujourd'hui 25 ans. Voilà. Donc, pour résumer, on peut dire que l'ALEC est un tiers de confiance pour toutes ces thématiques sur le territoire. Donc, aujourd'hui, il y a en fait 40 ALEC en France. La 40e est née il y a quelques jours sur la métropole de Strasbourg. Donc, ça représente un pool d'environ 500 salariés. Et donc, voilà, les ALEC travaillent sur un territoire qui représente à peu près un tiers de la population française aujourd'hui. Et elles portent un certain nombre de dispositifs nationaux. Voilà, je mentionnais les espaces info-énergie, qu'on appelle espaces conseil faire aujourd'hui, l'accompagnement à la rénovation énergétique des logements, les plateformes territoriales de rénovation énergétique également, et puis le conseil en énergie partagée, donc, qui est l'accompagnement des petites communes sur leur patrimoine, justement, pour donc un peu ces témoignages-là qu'on va avoir aujourd'hui. Donc, ce soir, nous allons avoir l'intervention de la commune de Vivrolles dans le Puy-de-Dôme avec donc son maire, monsieur Marc Joubert. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Merci. Également donc la commune de Serqueur dans les Vosges avec donc l'intervention du premier adjoint, monsieur Laurent Jacot. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à tous. Voilà. Merci de votre présence ce soir et de vos témoignages. Et donc, vous allez être interviewé par Pierre Besson, donc, qui est conseiller technique biomasse et bois énergie à la DUM, donc, qui est l'ALEC du Puy-de-Dôme. Bonsoir Pierre. Bonjour à tous. Voilà. Et Thomas Louis, donc, qui est conseiller en énergie partagée à l'ALEC d'Épinal Centre-Vosges. Bonsoir Thomas. Bonjour à tous. Voilà, merci. Et donc, voilà, on ne perd pas plus de temps et je vous laisse la parole. Donc, on va commencer par le témoignage de la commune de Vivrolles. Donc, je laisse la parole à Pierre et à Marc Joubert, le maire. C'est à vous et j'arrête les diapos. Je vais télécharger mon support de présentation. Ouais.
Est-ce que vous le voyez? Oui, oui. Très bien. Merci Franck de l'introduction et je remercie également Marc Joubert, maire de Vivrolles, d'avoir accepté d'apporter ce témoignage dans le cadre de ce webinaire. Donc, on va vous emmener en Auvergne, dans une commune pittoresque du parc Livradois-Forez. Alors, Monsieur Joubert, pouvez-vous nous dire quelques mots de présentation de votre commune? La commune de Vivrolles, c'est une petite commune rurale, une altitude de 860, entre 800 et 1200 mètres. La commune elle-même est située à 860 mètres. Elle fait partie de la communauté de communes Ambert-Livradois-Forez. Elle est aux confins du département du Puy-de-Dôme, c'est-à-dire qu'on est à 9 km de la Loire et à 9 km de la Haute-Loire. Donc, c'est vraiment le fin fond du département. C'est une commune qui compte 400, soit 412. Je vais être un petit peu plus généreux. Je vais en rajouter quelques-uns. On doit être aux alentours de 420 aujourd'hui, pour notre plus grand plaisir. Voilà. Et je crois que la filière forêt-bois est très présente sur votre territoire. Vous avez des acteurs économiques qui travaillent dans cette filière. Une région agricole et une région boisée. Donc, on a beaucoup d'or. Sur le territoire de la commune même, aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'il existe de scierie. Il y a une ancienne exploitation qui existe toujours, mais qui survit plus qu'elle ne vit, mais sur un territoire très proche. Donc, on a des grosses unités d'exploitation, des grosses scieries, et donc de ce côté-là, on n'a aucun souci, notamment en termes d'approvisionnement. Si on fait 25 km, dans les 25 km, on a trois sources d'approvisionnement. Donc, on reste très, très local dans ce domaine-là. Très bien. Donc, on va passer au cœur du sujet, qui est la conversion de chaufferie fuel au bois énergie. Donc, je vous laisse commenter ces diapos. C'est l'ensemble des bâtiments chauffés ou qui sont en projet de s'équiper de chaufferie bois. On va faire un petit peu d'historique, c'est-à-dire que au début des années 2000, existait sur la commune un projet de chaufferie communale avec une répartition par un réseau de chaleur qui aurait permis de chauffer le bâtiment école, puisqu'il était situé à proximité immédiate de cet outil industriel, parce qu'on passe à l'étape industrielle presque. Et elle était prévue pour chauffer aussi un bâtiment qui appartient au CIVOM, alors un CIVOM local qui avait construit au début des années 80 un bâtiment qui abritait la gendarmerie. Et aussi, à proximité immédiate, la maison de retraite locale. Donc, ça nécessitait des travaux sur des tiers, donc le CIVOM et la maison de retraite, il fallait qu'elles convertissent leur système de chauffage qui était électrique à des systèmes à eau chaude. Et il fallait créer un réseau de distribution pour remonter dans le cœur du village et au passage récupérer quelques potentiels clients. Donc, ce projet n'a pas abouti. Donc, après précipitation, on pourrait trouver toutes les excuses que l'on veut derrière ça. Mais ce projet n'aboutissant pas, la mairie s'était lancée dans l'achat d'un vieux bâtiment classé donc sur la place du village. Et il était question de rénover ce bâtiment pour accueillir des salles d'exposition. Aujourd'hui, il accueille la mairie. Et ce bâtiment rénové, il fallait le chauffer. Donc, il fallait prendre une décision. C'est le premier bâtiment qui a été équipé d'une chaudière à granulés. Donc, c'est le bâtiment Maison Granéen, mairie. Donc, une chaufferie granulée d'une puissance de 55 kW qui a été installée en 2010 de mémoire. Et donc, qui n'a pas accueilli tout de suite les instances locales. On l'a mis à disposition de la communauté de communes de la Vallée de Lens à l'époque, qui aujourd'hui n'existe plus avec les regroupements que l'on a pu connaître. Et la mairie a investi son bâtiment au début du mandat précédent, en 2014. Le deuxième investissement, donc, ça a été au début de la précédente mandature, ça a été le remplacement de la chaudière fuel de l'école. Donc, c'est une chaudière qui faisait 120 kW. Et on l'a remplacée par deux chaudières en tandem, 2 fois 56 kW. Alors, aujourd'hui, on s'aperçoit, le changement climatique est peut-être pour quelque chose, mais on pourrait passer avec une seule chaudière de 56 kW.
on est tranquille, c'est-à-dire que une chaudière, ça fonctionne en permanence. Il arrive qu'il y ait quelques ratés, donc la deuxième chaudière prend le relais et ça donne toute satisfaction. Elle est aussi là en prévision de périodes extrêmes qui pourraient être plus froides pour compléter la puissance manquante sur la première. La troisième installation qui a été faite, donc elle est beaucoup plus récente, c'est 2018, pardon. C'est le remplacement d'une vieille chaudière fuel qui équipait le bâtiment de la Poste, où là on a mis. Donc c'est le bâtiment de la Poste qui abrite aussi un appartement, donc avec une répartition sur deux niveaux. Et donc une chaudière granulée de 25 kW. Et la dernière installation qui a été menée, c'est dans le cadre de la rénovation de la salle des fêtes, donc un bâtiment ancien qui n'était pas isolé. Donc aujourd'hui, on a fait de gros progrès dans ce domaine-là, et avec l'installation d'une chaudière, donc un granulé de 48 kW. Petite parenthèse, toutes ces chaudières, c'est les hasards du marché. Hein, il n'y a pas eu de favoritisme ou autre, mais c'est un installateur local qui a fait toutes ces installations. Et pour moi, aujourd'hui, je considère que c'est un avantage. On n'a que des chaudières de la même marque. Si ça vous intéresse. On ne va pas la citer, mais on les verra en photo tout à l'heure. Voilà. Je reviens rapidement sur la diapo précédente, hein, pour que chacun puisse visualiser les différents bâtiments. Donc, les 4 qui sont déjà équipés. Hein, le bâtiment mairie, c'est un bâtiment qui fait plus de 400 mètres carrés. Donc, c'est un bâtiment qui est classé, qui a été rénové, mais alors sans isolation. La seule partie isolée, c'est la toiture, où il y a un semblant, aujourd'hui, je dis un semblant d'isolation si on se réfère aux normes actuelles, parce qu'il y a une petite couche d'isolant sous le toit. Mais autrement, tout le bâtiment a été rénové comme ça se faisait à l'époque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de double vitrage, il n'y a pas d'étanchéité sur les fenêtres, donc thermiquement, c'est une passoire. Et on arrive quand même avec une bonne gestion du chauffage, à avoir un coût d'exploitation qui est, à mon sens, relativement faible vu le type de bâtiment. Sur ce bâtiment-là, on doit passer 8 tonnes de granulés par an. Donc, ce qui reste tout à fait acceptable vu la technique de construction et de rénovation qui a été mise en œuvre. Le deuxième bâtiment, l'école, c'est un bâtiment qui fait 600 mètres carrés. Particularité, c'est un bâtiment qui a été rénové dans les années 60, au début des années 70. Le chauffage a été réalisé à cette époque-là, et l'inconvénient, on ne dispose que d'un seul circuit de chauffage pour la partie publique et pour une partie privée, puisque ce bâtiment comporte 3 logements qui sont loués par la commune à des tiers. Et on n'a qu'un seul système de chauffage. Donc, la gestion était un petit peu plus délicate, et pour facturer le plus justement possible la consommation des calories que l'on distribue, on a mis sur les radiateurs de la partie privative des compteurs d'énergie, et avec un compteur d'énergie en sortie de chaudière. Donc, on fait la différence, on sait ce que la commune consomme et ce que nos locataires consomment. Donc, ça nous permet d'avoir une facturation la plus juste possible. C'est un bâtiment qui a été rénové dans les années 73, mais qui souffre d'un défaut d'isolation. Donc, on a profité d'une opération cocon pour isoler les combles. Donc, la partie comble est isolée dans les règles de l'art aujourd'hui, mais tout ce qui est mur périphérique est isolé par l'intérieur, et on a limité l'épaisseur de l'isolant pour ne pas perdre trop de surface. Donc, c'est au détriment, bien sûr, de la qualité thermique, de la qualité de l'isolation. Et par contre, toutes les huisseries ont été changées, donc c'est du double vitrage étanche. La partie pour le bâtiment de la Poste, donc c'est un bâtiment qui a été rénové au début des années 80. Il a été isolé avec ce qui se faisait au début des années 80. Donc aujourd'hui, on fait mieux, mais c'est pareil, c'est un bâtiment qui est utilisé
de manière très ponctuelle, enfin ponctuelle. Il n'est pas utilisé tous les jours, avec des horaires de service tant de la Poste que du CIVOM. Aujourd'hui, l'appartement abrite les bureaux du CIVOM. Donc, les bureaux ne sont pas utilisés tous les jours et toute la journée. Donc, avec une gestion rigoureuse des périodes de chauffe, on arrive à avoir une consommation qui est relativement, qui est alors, pas modérée, mais que l'on encadre. Donc voilà, aujourd'hui, personne en termes d'occupants ne se plaint du coût du chauffage sur ce bâtiment-là. Et la salle des fêtes, donc la salle des fêtes a été rénovée en 2020, donc la dernière réception date de décembre 2020. Alors c'était un bâtiment ancien aussi. Toutes les huisseries ont été changées, donc on est en double vitrage avec des huisseries étanches. Le système de chauffage, c'est un système de radiant à eau chaude placé en plafond dans la salle des fêtes, avec une isolation en plafond donc, qui est dans les normes d'aujourd'hui. Et tous les murs périphériques sont isolés en fibre de bois, donc 15 cm d'épaisseur. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est un bâtiment qui est conforme en termes d'isolation thermique. Il est effectivement important de rappeler que les actions de maîtrise de l'énergie ont été menées en parallèle du changement de chaudière. C'est très important effectivement de coupler ces actions-là. Alors rapidement, on peut dire qu'il y a 3 autres projets, 3 autres bâtiments encore potentiellement convertibles au bois énergie, puisqu'ils sont équipés soit de chaudière fuel ou propane. Je vais passer au diapo suivante, donc pour montrer la part du granulé sur les consommations totales des bâtiments communaux de Vivrolles. Alors, Monsieur Joubert, vous pouvez peut-être aussi commenter rapidement cette diapositive. Alors, on peut s'apercevoir qu'aujourd'hui, le granulé est le combustible prépondérant sur la commune. Il nous reste 2 chaudières fuel qui seront, je l'espère, éligibles à une éventuelle évolution vers des chaudières granulées. Donc, on espère déposer une candidature cette année auprès de la communauté de communes pour changer notamment la chaudière du bâtiment de la Poste, donc ce qui réduira encore la part du fioul dans les énergies sur la commune. Et il nous restera donc des bâtiments qui sont très peu usités, où le changement du système de chauffage n'est pas économiquement recevable. C'est-à-dire qu'on a des salles de réunion qui sont utilisées très ponctuellement, dire un jour par semaine. Il est hors de question d'investir dans l'évolution du système de chauffage et remettre un système de chauffage à eau chaude pour un bâtiment qui est utilisé une journée par semaine. Donc, on restera dans un système de chauffage électrique, quitte à améliorer l'isolation de ces bâtiments-là. Et le deuxième bâtiment fuel, on verra les possibilités financières de la commune aussi, parce que ça fait aussi partie malheureusement des choses qu'on ne peut pas oublier. Donc, on verra si éventuellement l'an prochain, on peut l'inscrire dans un programme de renouvellement. Et le dernier bâtiment qui est donc, lui, chauffé au propane, donc là, on a un petit peu plus de temps. Mon prédécesseur a négocié avec les fournisseurs de gaz un contrat donc, pour une durée de 5 ans. On a réussi à diviser le prix du combustible par 2. Donc, je vous incite, si vous avez des chauffages propane, à vous tourner vers vos fournisseurs et à ne pas hésiter à discuter les augmentations, parce qu'on s'aperçoit que le propane augmente tous les ans, assidieusement, sans raison valable aucune. Donc, une bonne discussion avec le fournisseur permet parfois de ramener le prix du propane à sa juste valeur. Et on peut bien sûr préciser que la commune n'est pas desservie par le réseau gaz naturel. Pas de gaz naturel chez nous. Très bien. Donc, un rapide bilan économique. Donc, c'est un bilan global sur les 4 chaufferies bois déjà réalisées. Donc, vous voyez en photo, comme le disait M. Joubert, on retrouve bien le même type de chaudière, la même marque en tout cas. Et donc, vous voyez en termes d'investissement, de taux de subvention, d'économie d'exploitation et de temps de retour global sur l'ensemble des 4 chaufferies, ce que ça a pu donner. Vous avez peut-être aussi quelques commentaires à rajouter. Le bâtiment sur lequel on peut se permettre de faire un comparatif, c'est le bâtiment école. Donc, c'est un bâtiment qui est, comme je disais tout à l'heure, et en plus, avant qu'on ait parfait l'isolation des combles. Donc, c'est un bâtiment qui est loin d'être parfaitement isolé.
Et on a, si on parle en euros constants, on a divisé le coût du chauffage par 2 largement. C'est-à-dire qu'on avait des factures là, plus de 12 000 13 000 euros de fuel. Aujourd'hui, on est à 5 000 6 000 euros de granulés. Voilà. Donc, et sur ce bâtiment-là, c'est flagrant. Donc, pour nous, en termes de retour, c'est très, très intéressant. Et enfin, un bilan plus environnemental hein, de ce type de projet. Donc, à la fois sur déjà sur l'approvisionnement, oui, vous pouvez peut-être nous indiquer aussi quelques précisions. L'approvisionnement, donc on n'a pas de contrat d'approvisionnement, c'est-à-dire qu'on est libre de choisir notre fournisseur, bien que depuis quelques années, on reste sur le même approvisionneur pour une question de tarif. Il est compétitif. On a, comme je disais tout à l'heure, on a des scieries localement, enfin, dans un rayon de 25 km. On a un gros producteur de pellets, donc à Craponne-sur-Arzon, qui est la Cogra. Et on a des producteurs de pellets sur la région d'Arlan. Et voilà, donc nous, on se sert sur la région d'Arlan avec une qualité. On n'a jamais fait de contrôle sur la qualité du pellet. Mais quand on se base sur le fonctionnement de la chaudière, leur consommation et le volume de résidus, voilà, ça nous suffit pour dire que le pellet est de bonne qualité. Et donc, on n'a jamais passé de contrat avec un fournisseur. Le fournisseur local, il réagit sur un coup de téléphone et dans les 48 heures, on est livré. Donc, c'est aussi une certaine souplesse qui est très confortable parce que même si en termes d'exploitation, je demande à mes employés communaux de passer toutes les semaines pour faire un petit point, voir l'état des chaudières, le fonctionnement, le niveau de combustible, il arrive qu'on ait des loupés. Et le fait que le fournisseur soit très réactif nous permet de pallier à ce défaut d'appel à la livraison. Voilà, donc, on se sert dans un rayon de 25 km. Donc, en termes aussi de production de CO2 en termes de transport, donc je pense que ce sera difficile de faire beaucoup mieux pour nous. Oui, sur le graphique, là, on voyait effectivement le gain en termes d'émissions de CO2 hein, cumulé sur plusieurs années. Donc, on voit on a de l'ordre de 55 tonnes de CO2 économisées par rapport au fuel hein, sur la commune. Et pour terminer, donc, un rapide retour d'expérience sur les aspects plus techniques. Donc, vous avez déjà parlé des approvisionnements, mais peut-être aussi de l'aspect entretien, maintenance, problèmes techniques éventuellement rencontrés sur vos installations. Pour les techniques, honnêtement, alors, si ma charmante secrétaire de mairie était à côté de moi, elle me taperait dessus. Moi, j'ose dire qu'on a quand même peu de soucis techniques sur ces chaudières-là. Et je ne citerai toujours pas de nom. La plus vieille, donc, qui est celle de la mairie, on a changé un ventilateur de fumée, les roulements qui avaient pris du jeu. On a dû changer un moteur de cendrier, de descendreur. C'est tout. Après, on a passé, alors là par contre, on a passé un contrat avec l'installateur. C'est lui qui a la chance d'être local. Donc un contrat d'entretien pour toutes les chaudières, parce que le but, il était aussi là, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui soit en mesure de répondre à l'entretien et au dépannage de toutes les chaudières, quelle que soit leur source d'énergie. En prospectant, on est un petit peu loin il faut reconnaître que Vivrolles est un petit peu éloigné de toutes les grosses agglomérations. Donc, c'est 3/4 d'heure du Puy-en-Velay, c'est 3/4 d'heure de Saint-Étienne, c'est 2 heures de Clermont. Voilà, donc, ça n'intéresse pas grand monde pour venir faire un dépannage. Donc, on avait prospecté, c'est l'installateur local qui nous a proposé les meilleurs tarifs pour l'entretien de toutes nos chaudières. Donc une chaudière, on peut donner un ordre de grandeur du tarif, justement, voilà, par chaudière. Une chaudière fuel, c'est 110 €, une chaudière granulée, c'est 190 €. Oui, donc c'est très, très compétitif, je dirais. Très compétitif. En plus, si on a des soucis, ça arrive, hein, un coup de téléphone, il est hyper réactif. Donc voilà, en termes d'exploitation, elles ne nous reviennent pas excessivement cher. D'accord, merci encore M. Joubert. Je crois qu'on va garder les questions pour la fin, Franck, hein, c'est ça? Oui. Merci beaucoup pour ce témoignage. Donc on va enchaîner tout de suite donc, avec le témoignage de la commune de Serqueur. Donc je vous laisse la parole, Thomas, et donc Monsieur l'adjoint Laurent Jacob. À vous.
Oui, bonjour à tous. Donc, Thomas Louis de l'ALEC d'Épinal. Donc, je suis technicien énergie depuis 4 ans dans la structure. Et merci à Monsieur Jacot de m'accompagner aujourd'hui pour la présentation. Donc, je vais vous présenter votre commune peut-être. Une commune rurale avec un seul bâtiment communal central sur lequel on a d'autres petits bâtiments communaux périphériques. Oui, alors c'est vrai que sur Serpure, nous, on avait réalisé un bilan des consommations, donc, comme toute base du CEP. Et à la suite de ça, on a un petit il y a un problème de son apparemment, je ne sais pas. Ah oui. Par moment, ça coupe. Peut-être peut-être arrêter la caméra pour améliorer le micro est arrêté aussi là, donc il faudrait remettre le micro en marche. Le micro est toujours arrêté. Vous nous entendez? Voilà. Oui, ça marche mieux du coup. On va voir, ça a l'air. D'accord, ça a l'air, ok. Ouais. Bon, bah, excusez-nous pour le petit souci technique. Hein. Donc c'est vrai que, comme je disais, nous, on avait réalisé un bilan des consommations sur la commune. Suite à ça, on a vu qu'il y avait beaucoup de consommation fuel au niveau de la mairie. On parle d'une consommation de 4000 litres, un peu 4000 litres de fuel annuel. Donc à la suite de ça, on a réalisé des thermographies sur le bâtiment de la mairie et un pré-diagnostic pour voir l'état du bâti et du système de chauffage également. Donc c'est vrai que nous, on avait vu qu'il n'y avait pas d'isolant dans certains murs, des portes à refaire, et encore une fois, la chaudière fuel, il n'y avait pas de régulation du tout dessus. C'était une chaudière avec juste une pompe et un démarrage direct. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on avait vu avec la commune pour envisager des travaux. Et en parallèle, donc M. Jacot le dira mieux que moi, mais il y avait aussi des travaux d'accessibilité sur la mairie. Donc, on a ensuite la commune a directement contacté un architecte. Peut-être vous laisser. Donc, nous sommes une nouvelle municipalité. Hein, nous sommes arrivés il y a un an, en juillet 2020. C'est vrai qu'on n'avait pas pour projet immédiat. On ne connaissait pas la situation exacte par rapport à cette consommation de fuel, ni l'état de l'infrastructure au niveau de la mairie. On avait une vraie volonté de faire quelque chose dans le sens du développement durable, de notre empreinte carbone. Et des fois, entre les projets et la volonté, il peut y avoir un delta. Et c'est aussi des fois les financements qui déclenchent les projets et les réalisations. Et la mise en place du projet accessibilité nous a fait un peu creuser les questions d'aide et de subvention. Et c'est là qu'on s'est aperçu que, en ce qui concernait le changement d'énergie, on pouvait être aidé avec les conseils de l'ALEC. Et c'est le début un petit peu de cette réflexion sur le remplacement de la chaudière. Donc, nous avons une chaudière qui a 18 ans. Elle fonctionne, elle n'est pas, il n'y a pas de problème, mais bon, on sait très bien qu'à 18 ans, ça peut aller très vite. Donc, on a pris la décision de lancer cette réflexion, accompagnée par l'ALEC, accompagnée par notre communauté d'agglomération. Et sur ces conseils, nous sommes partis sur une énergie de type Pellet, qui correspondait à notre fonctionnement et à nos souhaits. Voilà. Et une démarche a été conduite sur la recherche de différents fournisseurs, l'étude des devis, des études techniques, des visites, toujours à
fournisseur et un produit. Et les travaux débuteront le mois prochain, normalement, avec le remplacement de ces chaudières donc pour le bâtiment mairie. À l'étage. Malheureusement, on ne vous entend pas très bien. Ouais. Donc là, on peut pas améliorer malheureusement. Là, ça va, c'est juste par période. C'est par période. On espère que c'est pas trop désagréable. Donc c'est vrai que comme l'a dit M. Jacot, la commune se posait plein de questions sur le système pelé. Donc c'est vrai qu'en relation avec eux, on a organisé On vous a perdu là. On vous entend plus là. Oui. Allez-y. Vous nous entendez là? Oui, oui. Ah, d'accord. Vraiment des problèmes. Donc, comme je disais, nous, on avait organisé une visite dans une autre commune qui possède une installation similaire de pelé. Voilà, les élus ont pu poser leurs questions et avoir des retours d'expérience à ce niveau-là. Je pense que ça vous a servi, M. Jacot Oui, complètement. Hein. C'est l'observation de ces infrastructures, l'échange avec les techniciens, les retours d'expérience, les conseils de l'ALEC, parce que l'intérêt aussi du Oui, donc c'est vrai que donc après ça, il y a aussi eu on a fait des analyses, hein, comme l'a dit M. Jacot. Mais voilà, on a fait un rendu de chaque devis et des adaptations de certains devis qui ne répondaient pas aux demandes de la commune. Donc là, les travaux vont se lancer en juillet. Il y a le devis qui a été accepté. Et en parallèle aussi des travaux sur la salle communale au niveau de l'isolation et des menuiseries, donc qui renforcent un peu l'enveloppe du bâti. Donc, nous, notre souhait par rapport à ce projet, c'est une vue concrète des bénéfices, tant sur l'impact, on va dire, climatique, environnemental, mais surtout aussi parce que c'est la réalité. Grand Est, on est assez bien aidé au niveau de la biomasse. C'est vrai que pour toute l'installation de chaudières à granulés ou à plaquettes, on peut avoir des taux de 50% d'aide de la région, auxquels on rajoute les certificats d'économie d'énergie, donc les C2E. Ça, c'est pareil, dans notre structure, on monte les dossiers pour l'ensemble des communes de notre territoire. Donc la commune de Sercœur, bien évidemment, en fait partie et pourra bénéficier de ces deux aides. On les a aidés à monter les dossiers et à les accompagner sur ces démarches-là. Donc, il y a eu aussi une autre aide financière qui s'est rajoutée de la région Grand Est, encore une fois. Donc, c'est le relance rurale pour les communes inférieures à 500 habitants qui offrait 20 000 € d'aide sur l'ensemble du projet.
Donc ça, c'est vrai que toutes ces aides mis bout à bout ne sont pas négligeables et permettent de lancer des projets de biomasse bien plus facilement. Je ne sais pas si on a toujours des problèmes de son, vous nous entendez bien? Non, ça va là. Depuis quelques minutes, ça va. Super. Super. Donc après, je ne sais pas si on a d'autres choses à… Peut-être des questions ou des questions, ouais. Parce que c'est vrai que le projet donc, a été mené, mais il est assez simple entre guillemets. Hein. Il n'y a pas de spécificité particulière. Donc on attendra vos questions, je pense. Ok, merci de ce témoignage. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des petites coupures, là, donc on a peut-être perdu une partie de l'information, c'est sûr. Écoutez, en fait, on n'est pas très nombreux, donc n'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions oralement. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Si vous voulez éventuellement utiliser l'outil lever la main pour histoire que tout le monde ne parle pas en même temps, mais vous pouvez y aller par oral. Je vous laisse. Ouf. Tout le monde s'est endormi ou... Il n'y a pas de questions? S'il n'y a pas de questions, moi, je veux bien en poser une. Ah, ben voilà. Bon, désolé, je suis arrivé en retard et j'ai entendu juste la comparaison avec le fuel et du coup, le gain là, qui a été annoncé là, de je ne sais plus combien de tonnes de CO2 par an par rapport à une chaudière fuel. Et du coup, je me posais la question par rapport à d'autres types d'énergie, style chaudière gaz ou des choses de ce type-là. Est-ce qu'on a des idées de rapport de gain ou en global émissions de CO2? Voilà. Je pense que c'était plus pour l'autre projet, mais de toute manière, c'est vrai que le CO2 dégagé par la combustion du fuel ou du gaz, bon, c'est pas la même, mais c'est assez proche hein, quand même en ratio, contrairement à d'autres énergies, électricité ou bois, qui se démarquent à ce niveau-là. Ouais. Intervenir, c'est vrai que le gain CO2 est plus important par rapport au fuel que le gaz naturel. Hein. Je pense qu'il y a 30% de plus d'émissions de CO2. Je t'entends pas très bien, Pierre. Le gaz naturel. Le son est un peu faible. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. C'était pas très très fort. Donc. Oui, donc je répète, je pense que le gain en termes d'émissions sur le CO2 hein, est de 30% plus important par rapport au fuel que par rapport au gaz naturel. Donc dans les deux cas, il y aura un gain en termes d'émissions de CO2 en tout cas. Merci. Est-ce que d'autres personnes souhaitent intervenir, poser des questions? Le problème, c'est que poser des questions sur Cercœur va être très difficile parce que moi, j'ai entendu 20% de ce qui s'est dit, malheureusement, avec les problèmes de son rencontrés. Après, je ne leur en veux pas, hein, c'est comme ça. Hein. Ouais. Ah, voilà, il y a Laura Huchverlin qui lève la main, allez-y. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Ok. Mais moi, j'aurais bien aimé savoir un peu, vous l'avez peut-être dit et je l'ai loupé, mais quelle solution pour le stockage vous utilisez pour les granulés et à peu près combien de fois en fait, dans l'année vous avez besoin de vous faire livrer, si vous fonctionnez avec de grosses autonomies ou pas? Donc, ça, je suppose que c'est pour moi. Les deux. Alors pour Vivrolles, le bâtiment mairie, on fait un plein par an et on tient la période de chauffe et ça nous permet même de rattaquer la saison d'après. On a un silo de 9 tonnes. Alors comment on stocke dans ce bâtiment-là? C'est un bâtiment donc, qui est classé où on n'a pas pu faire, il ne faut pas faire tout ce qu'on voulait. Donc le silo est caché dans les interétages de ce vieux bâtiment. Voilà, donc c'est un silo qui a été fabriqué sur place.
contreplaqué, en aggloméré, qui repose sur une partie relativement solide du bâtiment. Il était construit sur place, donc ce n'est pas toujours très facile. Ce qui nous pose le plus de difficultés peut-être dans le cas de ce silo-là, c'est son accès à l'intérieur pour pouvoir faire un petit peu de nettoyage. On n'a que une possibilité d'accès, c'est une petite trappe qu'il faut démonter. C'est le seul point noir que j'y vois, honnêtement. Après, en ce qui concerne le bâtiment école, donc c'est là qu'on consomme le plus. Il y a un bâtiment de grande surface avec un silo, alors c'est un silo double. Comme on a 2 chaudières, on a fait un silo unique, mais qui est réparti en 2 zones. Et dans ce silo-là, on doit rentrer de 10 tonnes. Donc c'est pareil, c'est un silo qui a été construit en aggloméré. C'est une structure bois habillée d'aggloméré qui est construit dans un local qui est séparé de la chaufferie par un mur en pierre. Donc ça nous protège de tout risque d'incendie notamment. Dans ce silo-là, on passe un silo et demi par an. Donc on doit passer 15 tonnes par an. Le bâtiment de la poste, c'est un silo. Donc on s'adapte toujours au bâtiment existant. Donc la chaufferie était en sous-sol du bâtiment. Il y avait à côté de cette chaufferie un garage. Dans le garage, il y avait une cuve à fioul. Donc on a, quand elle était vide, déplacé. C'est-à-dire qu'on a, dans un premier temps, on a monté un silo toile donc, dans le garage. Et on a fini de vider la citerne de fioul. Et quand elle était vide, on a mis la chaufferie granulée en fonctionnement. Et à la période estivale, on a déposé la vieille chaudière fioul, on a déposé la vieille citerne à fioul, et on a mis le silo toile à la place de la citerne fioul. Donc c'est un silo toile qui doit contenir 4 tonnes, donc petite capacité, et on doit passer 6 tonnes dans l'année, donc ça nous fait 2 approvisionnements. Et la salle des fêtes, la salle des fêtes, je ne me prononcerai pas parce que son exploitation a débuté en toute fin d'année 2020 et on n'a pas passé une saison de chauffe et on a eu en plus c'est pas des soucis, c'est une période de mise au point du système de chauffage qui était un petit peu particulier. Donc, salle des fêtes, je ne me prononcerai pas. Mais voilà, l'avantage qu'il y a d'avoir plusieurs unités de chauffage au granulé, c'est que quand on fait venir un camion, on fait venir un camion. C'est-à-dire qu'on se débrouille à ventiler la livraison sur 2 ou 3 sites. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, merci beaucoup. Et je rebondis sur ce que vous avez dit au sujet de la maison Granet. Vous disiez qu'elle est classée. Oui. Et du coup, je me demandais, il n'y a pas eu du tout de soucis par rapport à la question de l'intégration de la cheminée ou des choses comme ça, enfin plus d'un point de vue esthétique de l'aspect du bâtiment, enfin qui pourrait peut-être, je sais pas s'il faut faire appel à un architecte des bâtiments de France et voilà. Même si vous ne faites pas appel à eux, à partir du moment où vous travaillez sur un bâtiment, oui, ils font appel à vous. Ils se rappellent à votre bon souvenir. Donc non, il n'y a pas eu il existe des parties cachées à l'intérieur du bâtiment quand même. Donc le conduit de cheminée, il est emprisonné dans le volume du bâtiment. Et la sortie sur le toit, c'est une ancienne cheminée qui a été récupérée. Donc en termes d'intégration, pas de problème particulier. Ok, super. Pour l'ensemble du système de chauffage. Que ce soit radiateur, après. Donc, on fait au mieux, mais ils sont aussi conscients des difficultés que l'on peut rencontrer techniquement dans ce domaine-là. Donc, on fait au mieux pour cacher tous les systèmes hydrauliques, tuyauterie et autres. Il y a des limites. À l'impossible, nul n'est tenu. Ça marche, mais merci beaucoup. Il y a quelques questions dans le fil de discussion. Là. Une première question, c'est pour savoir si ces projets ont généré des emplois dans la filière bois locale.
Très bonne question. Alors, ce que je sais, c'est que localement, donc sur Vivrolles, rien, hormis l'entreprise qui nous a installé les chaudières, qui a un petit peu qui a procédé à 1 ou 2 embauches, donc ce qui est non négligeable, même si elle n'est pas sur la commune elle-même, ce sont des voisins qui font partie de la même communauté de communes, donc il n'y a pas de souci. En ce qui concerne les producteurs de granulés, donc je sais que Cobra sur Craponne, ils ont agrandi le site et ils ont augmenté leur capacité de production, donc ça doit sûrement générer quelques emplois. À ma connaissance, pas d'habitants de Vivrolles qui ont été intégrés sur ce site-là. Après, sur les autres producteurs, sur Arlan, il y a une unité qui est toute nouvelle. Donc, qui dit unité nouvelle, c'est des unités qui sont adossées à des scieries. Donc, la scierie continue son activité et étant donné qu'elle produit aujourd'hui des pellets, ça génère forcément des emplois. Donc, je pense que c'est non négligeable, même si très localement, on n'est pas forcément intéressé. Mais si on regarde à l'échelle du bassin de la communauté de communes Ambert-Livrol-Forez, je pense honnêtement que ça a dû générer quelques emplois. Il n'y a pas de tension sur l'approvisionnement en granulés dans votre région, là. Vous dites que vous approvisionnez dans un rayon très petit. On a 3 producteurs dans un rayon de 25 km et jusqu'à ce jour, on n'a pas connu de souci d'approvisionnement. Il n'est pas interdit que ça n'arrive pas un jour, hein, parce que le pellet est en train de en train de remplacer le fioul, il ne faut pas se voler la face. Ce qui est dommageable après, c'est l'augmentation de son prix. C'est un déchet qui aujourd'hui, hier on ne savait pas trop quoi en faire, aujourd'hui on le transforme à juste titre et c'est très bien. On peut regretter l'envolée des prix malheureusement. C'est-à-dire que si je ne dis pas trop de bêtises, depuis que nous on se chauffe dans un premier bâtiment avec des pellets, je pense qu'il a doublé. Donc c'est non négligeable. Il y a une question également sur l'impact sur la qualité de l'air par rapport à l'installation de ces différentes chaufferies bois. Oui, alors là, je peux peut-être apporter un élément de réponse. Hein, c'est que les chaudières granulées émettent très peu de particules fines, beaucoup moins que les chaudières bûches, bien sûr, mais même que les chaudières à plaquettes, et qu'elles répondent, bien sûr, à des normes en termes d'émissions. Généralement, voilà, il n'y a pas besoin d'éléments de filtration complémentaires sur des chaudières granulées, quoi. Elles sont déjà très performantes à ce niveau-là. Merci. Il y a une question par rapport, en cas de panne d'électricité, est-ce que les chaudières peuvent encore fonctionner? Malheureusement, non, hormis d'avoir une source d'énergie de secours. Un groupe électrogène suffit, parce que la consommation d'une chaudière granulée, elle est faible. Hein. Donc, un petit groupe électrogène suffit. C'est le cas pour toutes les énergies. Hein. S'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas beaucoup de chaudières qui fonctionnent. C'est vrai. Sauf à remonter un temps qui commence à être lointain où on va charger la chaudière à la main. Mais bon. Et à condition que le système fonctionne en thermosiphon. Bon, ça, c'est autre chose. Mais il faut très peu de puissance pour faire fonctionner une chaudière granulée, même une grosse chaudière. C'est des petits moteurs de pompe de machine à laver, moi je dis de vidange de machine à laver, donc c'est quelques watts. Donc il faut très peu de puissance. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent poser des questions? A priori, je n'en vois pas d'autres dans le fil de discussion. N'hésitez pas à intervenir oralement. S'il n'y a pas de questions, moi je veux peut-être poser des questions par rapport à, justement, vous avez mentionné qu'il y avait un certain nombre de bâtiments qui auraient besoin d'être rénovés. Est-ce que ça fait partie de vos... On s'éloigne un peu du sujet, mais ça fait partie des plans de la commune d'avoir une phase de rénovation des murs ou éventuellement des toitures en fonction des bâtiments? Pour Vivrolles? Oui, par exemple. Alors pour Vivrolles, si on regarde l'ensemble des bâtiments qu'on a pu évoquer au cours de notre échange, ils ont déjà
alors je veux dire subi une rénovation. C'est-à-dire qu'ils ont tous été plus ou moins rénovés donc, et isolés. Après, avec le respect des normes de l'époque de la réalisation de ces rénovations. Mais tous les murs périphériques des bâtiments qu'on a pu voir sont isolés. Le bâtiment où il y aurait le plus de travail à faire dans ce domaine-là, c'est le bâtiment école. C'est-à-dire que le bâtiment école, l'évolution de l'isolation s'est faite au fur et à mesure que la mairie mettait les moyens, donc par les employés communaux. Et sauf l'an dernier où Covid oblige, on a agrandi une salle de classe et la partie qui est rentrée dans l'agrandissement n'était pas isolée, donc on l'a fait faire par une entreprise parce qu'on était aussi guidé par des délais. Il fallait rendre la classe opérationnelle pour la rentrée. Et c'est le bâtiment où il resterait le plus de travaux d'isolation à faire. C'est-à-dire que, et en isolation périphérique, parce que sur les combles, donc les combles sont isolés et il reste des travaux d'isolation à faire, y compris dans les parties locatives. Et si on parle de la partie communale, les seules parties qui ne doivent pas être isolées, ce sont la cuisine, qui aujourd'hui ne sert plus, mais c'est toujours une source de perte d'énergie, et le réfectoire. Mais qui est le réfectoire, Vivrolles, c'est 24 élèves, donc le réfectoire est la taille du nombre d'élèves, donc c'est 30 mètres carrés, quoi, et je suis généreux. Voilà, donc il resterait ces parties-là à améliorer. Merci. Et il n'est pas question, par contre, malheureusement, d'améliorer l'isolation du bâtiment mairie qui restera avec ses problèmes dus à son classement. Ouais. Malheureusement. Merci. Côté Cerceur, est-ce que, en fait, il y a d'autres bâtiments là dont vous avez ce projet qui va se concrétiser très très prochainement, enfin, qui est en cours. Est-ce qu'il y a d'autres bâtiments qui pourraient aussi voir un changement de système de chauffage? Est-ce que vous avez d'autres projets sur la commune? Nous n'avons pas d'autres bâtiments directement. Nous avons une petite salle qui sert de salle de convivialité, qui est chauffée par l'électricité. Il y a une vingtaine de mètres, mais il n'y a pas de réseau commun entre le réseau hydraulique de la mairie et ce bâtiment-là. Et on a hésité, on a essayé de sonder la possibilité mais pour l'instant, ce n'est pas prévu. C'est vrai que la petite salle des fêtes dont parle M. Jacot, il n'y a pas assez de fréquentation pour réaliser un réseau de chaleur entre les deux bâtiments. Au final, l'investissement a été trop important par rapport à l'usage du bâtiment. Donc là, à l'heure actuelle, il y a l'électricité avec des packs RR. Et bon, ça va rester comme ça parce qu'il n'y a pas assez de fréquentation, encore une fois. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? C'était clair. Donc, tout le monde est prêt à remplacer sa chaudière fuel par une chaudière bois, alors. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres interventions, pas d'autres questions, vous voulez encore ajouter quelque chose? Alors, tout le monde est prêt à remplacer sa chaudière fuel pour une chaudière bois. Sur la commune de Vivrolles, on reçoit quelques visiteurs quand même qui viennent justement s'informer de ce qui a été fait, alors pas des projets, parce que les projets, on peut parler des projets sans jamais les réaliser, mais ils viennent visiter les installations qui ont été faites. Et, notamment, j'ai reçu il n'y a pas très longtemps le maire de Loubera, donc une commune des Combrailles, c'est pas la porte à côté, mais il est venu visiter un petit peu nos installations parce qu'ils ont quelques projets de ce type-là. Voilà. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller visiter l'existant et discuter avec les exploitants au plus près des installations. Ouais, tout à fait. C'est une invitation que je vous lance. Si vous voulez. Voilà, je ne sais pas s'il y a
les personnes qui ne sont pas très loin de chez vous, peut-être, dans l'assistance. Voilà. Écoutez, merci beaucoup à tout le monde. Il est 19h, donc voilà, notre webinaire va pouvoir se terminer. S'il n'y a apparemment pas d'autres questions, merci beaucoup aux intervenants. Merci pour votre contribution. Et puis, donc, voilà, on n'était pas très nombreux ce soir, mais on a enregistré ce webinaire. Il va être mis à disposition sur la chaîne YouTube de la Fédération. Et comme ça, j'espère que de nombreuses personnes pourront le regarder et être motivées par ce changement de système de chauffage. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Vous allez pouvoir profiter des terrasses maintenant. Bonne soirée à tous. Merci de votre invitation. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci, bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée.